Ce rythme scolaire qui est absolument inouï, vous en êtes d'accord, pour un élève de 6e, regardez cet emploi du temps d'un élève de 6e qui passe 28 heures par semaine à l'école, enfin c'est le bagne. Le bac n'est pas encore terminé, mais nous avons déjà les yeux rivés sur la rentrée, sur cette convention citoyenne consacrée au rythme scolaire et qui vient tout juste de s'ouvrir à Paris. Véritable serpent de mer de l'éducation nationale, ce temps passé par les enfants à l'école reste un sujet extrêmement sensible jusqu'au plus haut niveau de l'État. La question qu'on peut se poser pour nos enfants, c'est de savoir s'il ne faut pas un peu revoir les vacances pour pouvoir décontrindre un peu les semaines pour mieux apprendre. Voilà, raccourcir les congés, alléger la semaine de classe, c'est ce que demande Emmanuel Macron. Bonjour Ludivine, bonjour Géraldine, bonjour. Et bonjour à vous, Émilie Lefatan. Vous avez été professeure des écoles pendant 15 ans. Aujourd'hui, vous coachez les enseignants et vous leur donnez plein de conseils dans ce podcast et ce livre. Mes trucs de prof, est-ce que les rythmes scolaires font partie des sujets abordés, sensibles pour les enseignants ? Alors oui, ils sont abordés du point de vue de leur bien-être et de ce que ça va impliquer dans parfois leur équilibre de vie, dans le maintien aussi de leur niveau de fatigue ou de forme plutôt, dans les accompagnements que je leur propose notamment. Alors justement, susciter l'éveil, la forme, la motivation des élèves, c'est un point important sur lequel vous insistez dans vos conseils. Et nous allons voir quel est l'impact des rythmes scolaires. Un débat qui n'en finit pas d'ailleurs, Ludivine. Vous allez nous parler d'un mot barbare mais absolument essentiel dans notre vie à tous. Exactement, je vais vous parler de la chronobiologie, un élément essentiel, vous l'avez dit Nathanaël, pour parler des rythmes scolaires. Et avec vous Géraldine, il sera question des lobbies. Alors excusez-moi, mais que viennent faire les lobbies à l'école ? Les lobbies du tourisme et voir qui des lobbies du tourisme ou de l'école fait mieux le bras de fer. Alors prenez vos cahiers, prenez vos stylos, c'est l'inattendu et vous êtes les bienvenus. Voilà, le débat sur les rythmes scolaires à l'école maternelle et primaire est bien sûr relancé. Depuis 1969, la semaine de cours oscille entre 4 jours et 4 jours et demi, selon les communes. Écoutez les explications à ce sujet de Jérémy Gapin. Avant 1969, à l'école maternelle et primaire, les élèves travaillent 30 heures par semaine, pendant 5 jours. Le jeudi est chômé. Jusque-là, ça va. Après, en septembre 1969, tenez-vous bien, le rythme change à 4 jours et demi. Le jour de repos passe du jeudi au mercredi. La semaine est réduite de 30 à 27 heures, puis à 26 heures en 1990. En 1991, nouveau changement pour les villes qui le souhaitent, comme à Lyon. Les enfants ne travailleront que 4 jours par semaine, le mercredi et le samedi étant libres. En revanche, sur l'année, 12 jours devront être rattrapés. Les vacances de février et de Pâques seront donc amputées d'une semaine. Cet aménagement du temps de l'enfant dans le cadre de la formule de la semaine à 4 jours permet de mieux équilibrer en France le temps réservé à l'école et je dirais plus globalement le temps réservé aux familles. En 2008, la semaine de 4 jours est généralisée dans toute la France et le temps de travail passe de 26 à 24 heures. 2013, retour à 4 jours et demi. La durée hebdomadaire ne change pas, mais les journées sont allégées. 15 heures, l'école est finie, place désormais aux activités périscolaires. Donc le théâtre à gauche, le foot à droite. Vous pensiez que c'était fini ? Et non, en 2017, dernier changement en date pour certaines écoles, avec le retour de la semaine de 4 jours. En France, une école sur 3 repasse à la semaine de 4 jours à la rentrée. Pour certains enfants, ce sera le 3e changement de rythme scolaire en seulement 9 ans. Voilà, beaucoup de chiffres, une équation avec quelques inconnus. Pourquoi autant de changements ? Qui décide ? Ce sont les parents, les enfants, les profs, l'éducation nationale ? Alors, je pense que les profs aimeraient bien décider, tout comme les parents. Puis je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord parce qu'il y a, j'entendais dans l'archive de laisser plus de temps aux familles, mais du coup, quel temps pour quelle famille finalement, est-ce que derrière, il y a vraiment du temps quand, le mercredi, c'est plus forcément du temps en famille. Alors, vous avez été enseignante pendant 15 ans. Selon vous, c'est quoi le rythme idéal ? Vous avez vécu combien de changements dans votre carrière ? Quand j'ai commencé, on était sur les 4 jours et demi avec classe le mercredi, le samedi matin, pardon. Et le samedi matin, c'est vrai que c'était un temps agréable, différent. C'est un temps où les professeurs souvent
vont pouvoir voir les parents, qui n'est pas ça. forcément le cas à 16h30. C'est ce qui changeait, c'est que le samedi matin, même si le vendredi après-midi pouvait avoir été un peu compliqué, parce que fin de semaine, le samedi matin, il y avait déjà une autre ambiance dans les classes. Mais par contre, les parents doivent se lever le samedi matin aussi. Oui, mais ils allaient faire leurs courses, ils revenaient, enfin tout le monde était, c'est vrai qu'à 11h30, quand on voyait des parents qu'on ne voyait pas la semaine, quand les familles qui étaient en garde alternée, on voyait aussi l'autre parent qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça changeait. Mais le rythme idéal pour vous, alors du coup, c'est quoi? C'est 4 jours en semaine et le samedi matin? Je ne sais pas s'il y a un rythme idéal, parce que finalement, sur tout ce qu'on a expérimenté, il y avait des moments qui étaient plus compliqués. Le fait de ne pas avoir de mercredi matin, il est parfois salvateur ce mercredi pour les enseignants qui doivent tenir sur une longue période. Et quand il y a plus mercredi de coupure pour réguler sa fatigue, sa forme, mais aussi pour faire des choses personnelles, pour travailler, des préparations. Voilà, donc le fait de plus avoir le mercredi, c'est parfois compliqué. En même temps, revenir à ne plus avoir son samedi, même si on peut être un peu nostalgique de ce samedi matin, c'est un retour en arrière qui me semble aussi compliqué à vivre pour tout le monde. On a appris à faire sans. Voilà, exactement. On est content le vendredi soir d'avoir le week-end complet. Donc, Je voulais vous interroger sur la Convention citoyenne qui va s'intéresser au rythme de l'enfant. Est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt finalement? Est-ce que quand on parle d'élèves, on ne devrait pas parler d'abord de moyens? C'est vrai que les moyens, ils sont importants de toute façon, quelle que soit la solution qui va être choisie, de pouvoir mettre les moyens derrière, parce qu'on voit que quand sur la mise en place du 4 jours et demi, il y avait des disparités selon les villes, selon les communes, des moyens qui n'étaient pas les mêmes pour organiser ce temps-là. Donc effectivement, mettre des moyens en place pour ça, c'est important, et puis mettre aussi des moyens en place pour pouvoir accompagner ça localement, faire en sorte que ce soit équitable aussi sur tout le territoire, et vérifier que ce soit efficace aussi pour ce qu'on cherche à obtenir dans le bien-être et dans les apprentissages. Alors justement, tiens, regardez, en 2013, avec la réforme Payon et les 4 jours et demi, l'enseignement se terminait à 15h, mais pendant 1h30, les élèves étaient censés participer à des activités culturelles, sportives. Très vite, certains maires ont mis en avant le manque d'anticipation financière de ce projet, de ce changement. Regardez. Les activités périscolaires, un casse-tête pour les communes. À raison d'1h30 d'activité par jour pour 5 € par enfant, la ville d'Échirolles en Isère a dû recruter 30 animateurs. La facture est lourde. Tout le monde s'accorde sur l'idée de 150 € par enfant. Je veux rappeler que l'État nous soutient qu'au niveau de 50 € et pour une année. Voilà, alors c'est vrai qu'en ce moment, on parle plutôt d'économie budgétaire. Est-ce que la France a les moyens de mettre davantage de culture et de sport à l'école? Est-ce que ça serait quelque chose de positif? Ce serait quelque chose de positif. Et après, est-ce que c'est réellement faisable? Parce que, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure, c'est-à-dire que même si on a la volonté de faire du sport à tous les élèves, déjà sur le temps scolaire, c'est un souci parfois de pouvoir faire nager tous les élèves parce qu'il n'y a qu'une piscine pour une grande ville, par exemple. Donc, est-ce que les infrastructures seront là? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde pour s'occuper des enfants, pour encadrer? Et puis parfois, il y a la question aussi du partage des locaux. Avec les enseignants, qui ça peut avoir un impact. Les enseignants qui ont besoin d'être dans leur classe, dans leur école par exemple, pour préparer, et qui finalement doivent laisser les locaux pour ces activités-là. Est-ce que la convention sur le rythme scolaire, elle va durer jusqu'à novembre, mais il y a à peine 2 ans, il y a déjà eu une commission calendrier. On l'a vu là dans le sujet de Jérémy, il y a eu très souvent des commissions, des conventions qui ont fait changer le rythme scolaire. Est-ce que là, sur celle-ci, est-ce qu'on peut vraiment attendre quelque chose? Est-ce que vous attendrez quelque chose, et qu'est-ce qu'on peut espérer de cette commission? On aimerait bien que ça puisse aboutir à quelque chose et que tout le monde puisse être entendu. Ensuite, je pense que peut-être les enseignants qui ont déjà vécu beaucoup de déceptions, que ce soit au moment où ça s'est mis en place, de ne pas forcément avoir eu le sentiment d'être écoutés, et plusieurs fois, il y en a qui subissent aussi les rythmes dans les villes dans lesquelles ils sont, quels qu'ils soient. Voilà, à quelle hauteur il va y avoir de la participation et à quelle hauteur, comment les gens vont se sentir écoutés. Vous conseilleriez quoi à un enseignant qui vient vous voir en disant j'ai un problème avec les rythmes scolaires, ça ne me convient pas? Qu'est-ce que vous lui diriez? C'est quoi votre préconisation?
Bonne question. Je ne sais pas si j'ai une préconisation. C'était quoi pour vous, qui avez testé du coup 4 jours et 4 jours et demi, c'était quoi l'idéal avec le recul maintenant? Avec le recul, le mercredi matin, c'est compliqué, je trouve, sur la durée. En fait, il y a aussi à mettre en corrélation le rythme hebdomadaire et le rythme sur l'année, en fait. C'est-à-dire que quand on est sur des périodes très longues, parfois qui peuvent aller jusqu'à 11-12 semaines. On va y revenir, voilà. Si en plus, je pense que les deux vont aller de pair. On a travaillé sur l'un sans travailler sur l'autre. Faut une vision globale. Faut une vision globale. Si on doit tenir plusieurs semaines sans avoir de mercredi, pour un enseignant et pour les élèves aussi, c'est difficile. En même temps, c'est vrai que selon les rythmes, on observe que ça joue sur la concentration des élèves selon les jours, quand on vient de coupure, quand on vient de vacances. Enfin, voilà, il y a tous ces moments d'arrêt, de reprise. Et puis il y a aussi l'organisation des parents, ce qui peut pour certains et des parents enseignants aussi, qui sont parfois sur des rythmes différents de leurs enfants. Enfin bref, ça pose problème. Alors on a parlé des enseignants, on va s'intéresser maintenant aux enfants. Ouais, c'est vrai qu'après tout, ce sont les premiers concernés quand on pense à l'école. Et vous allez voir que la question de leur équilibre est finalement relativement récente. Qui dit rythme scolaire dit rythme de l'enfant. Cette préoccupation a émergé à la fin des années 70, Ludivine. C'est incroyable. C'est ça, les scientifiques l'appellent la chronobiologie de l'enfant, l'étude des rythmes biologiques. Les médias s'y intéressent à cette étude-là depuis les années 80. Et moi, je me suis penchée sur un reportage qui date de janvier 1980, qui a été diffusé sur TF1. Et vous allez le voir, les inquiétudes et les préconisations d'hier perdurent. Dans ce reportage, les journalistes s'intéressent au quotidien, à la journée en tout cas, du jeune Jean-Pierre. Il est 7 heures. La journée de Jean-Pierre, 11 ans, commence. Élève de 6e, pour lui comme pour les autres écoliers français, cette journée sera longue et aussi chargée que celle d'un adulte. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ces rythmes scolaires ? Je pense qu'ils sont absurdes dans la mesure où on concentre sur seulement 175 jours, c'est-à-dire moins de la moitié des jours annuels, tout le travail scolaire, avec donc des alternances de jours trop pleins et de jours complètement vides. Les écoliers, collégiens, lycéens français ont des emplois du temps qui les maintiennent au moins 6 heures par jour dans l'établissement scolaire. C'est beaucoup trop. Journée à rallonge, vacances trop longues, vous l'avez entendu, le professeur Guy Vermeil. Vous le revoyez juste ici, c'est l'un des pionniers de la chronobiologie de l'enfant. Alors lui, il pointe l'inadéquation, clairement, entre les rythmes scolaires et ceux de l'enfant. Pour ses successeurs, le constat est toujours le même. Selon eux, le meilleur moment d'apprentissage pour les enfants se situe entre 9h et 11h30. Un autre moment aussi idéal entre 15h et 16h. Et tous s'accordent sur la semaine de 4 jours et demi, voire 5 jours. Après la diffusion du reportage qu'on a vu, place au débat. D'un côté, il y a un représentant de l'éducation nationale, le recteur Henri Gauthier. De l'autre, un spécialiste de la psychophysiologie, le professeur Hubert Montagnier. Face à eux, une journaliste totalement stupéfaite par les rythmes imposés aux enfants. Voilà. Alors maintenant, nous allons essayer de voir ce que l'éducation nationale, d'abord, essaie de faire, monsieur le recteur Gauthier, pour améliorer ce rythme scolaire qui est absolument inouï. Vous en êtes d'accord, pour un élève de 6e, regardez cet emploi du temps d'un élève de 6e qui passe 28 heures par semaine à l'école. Enfin, c'est le bagne. Il est certain que les rythmes journaliers des enfants et le rythme hebdomadaire ne sont pas satisfaisants. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un problème qui ne dépend pas exclusivement de l'éducation nationale. La vie des enfants, elle est mêlée à la vie de la famille, à l'ensemble de la vie sociale, et par conséquent, il y a là un problème extrêmement complexe. Autrement dit, il en va de la responsabilité de la société tout entière. Hubert Montagnier va également dans ce sens. En plus, il préconise un début des cours à 9h contre 8h30 en moyenne. Un allègement de la journée scolaire, des après-midi dédiés aux activités ludiques, une année scolaire plus longue, donc moins de vacances, notamment en été et surtout réparties à intervalles un peu plus réguliers. Il évoque aussi 2 autres facteurs essentiels à la chronobiologie de l'enfant. Il subsiste en début d'après-midi, ça a été très bien montré, une tendance au sommeil chez les enfants, et même chez des enfants de 15 ans. Et je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose de valable au tout début de l'après-midi quand il y a cette tendance au sommeil qui apparaît. C'est ça.
Deuxième chose, il y a le problème du petit déjeuner le matin qui est beaucoup trop négligé en France, comme chacun le sait. Alors là, je voudrais m'adresser aux familles pour leur dire, faites manger correctement vos enfants le matin, c'est un point très important. Quitte à les faire se lever un quart d'heure plus tôt. Bien dormir, bien manger, voilà, hein, l'un des secrets pour une bonne chronobiologie de l'enfant. Quelques jours après ce débat, hein, le syndicat national des instituteurs organisait donc un colloque justement sur les rythmes de l'enfant, encore un déjà, déjà dans les années 80. Il y en a eu d'autres depuis, des enquêtes publiques aussi, des expérimentations. Et depuis 45 ans, les chronobiologistes répètent toujours la même chose sur les plateaux télé. C'est le cas, vous allez le revoir, d'Hubert Montagnier. Voilà, il est là, ici, en 2012. Ses préconisations, comme celles de ses confrères, n'ont absolument pas changé. Pour autant, ils ne sont pas forcément pris en compte par l'éducation nationale. C'est d'ailleurs ce qu'indique la Cour des comptes. Hein, je ne sors pas ça de mon chapeau. En mai dernier, elle pointait un système en décalage avec les besoins de l'élève. Est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce qu'il y a un décalage entre justement cette réalité des rythmes scolaires et la biologie de l'enfant? Le rythme de l'enfant. Il y a un décalage même dans ce qui est attendu, exige. On ne peut pas tout faire rentrer dans le temps imparti en tenant compte de leurs besoins. Effectivement, dans une journée, il y a des moments, il y a des pics, hein, on le ressent dans les classes, des moments où les élèves sont plus présents. Oui. Après la cantine, c'est souvent un moment un peu compliqué. Comme nous, voilà. Comme nous, hein. La sieste, le retour de la sieste. Et effectivement, on le constate, fin de journée, il y a une petite phase un peu plus calme où on peut de nouveau se reconcentrer. Et on est malgré nous obligés de faire avec tout ça et avec toutes les autres contingences, les intervenants, les espaces, ce qui est disponible. Donc au final, on fait tout rentrer sans tenir compte de cette donnée-là. Enjeu de ce rythme scolaire, on vient d'en parler, les vacances hein, qui finalement vont donner le rythme à l'année de l'enfant, des enseignants de l'école. Et les vacances sont un sujet extrêmement sensible. La Convention citoyenne qui vient de s'ouvrir a comme titre « Rendre l'organisation des journées scolaires plus favorable au développement et aux apprentissages des élèves tout en facilitant la vie des familles ». Sacré titre, hein. En clair, le bien-être de l'élève va passer en priorité, il était temps, mais comment c'était avant ? C'est une bonne intention, non, d'avoir le bien-être de l'enfant comme boussole pour déterminer le calendrier scolaire. Pourtant, la première fois qu'on se demande si les vacances scolaires sont bien adaptées, eh bien, c'est le secteur du tourisme qui pose la question, et c'est en 1964. Je crois que l'intérêt général est que cet étalement des vacances ait vraiment lieu. Les vacances seraient plus agréables pour tout le monde si elles pouvaient se situer entre le 1er mai et le 30 septembre. Alors, étaler les scolaires, on l'a entendu, hein, de mai à fin septembre, ça ferait plaisir au secteur du tourisme, mais bon, il ne faut peut-être pas pousser quand même. Les acteurs du tourisme ont tout de même été entendus en 1964, car dès l'année suivante, en 65, on le voit, la France est divisée en 2 zones pour les vacances d'été. 14 ans plus tard, la France est même divisée, vous allez voir, en 5 zones pour le départ des vacances d'été. N'en jetez plus, la coupe est pleine pour les parents d'élèves. Nous pensons que ces mesures répondent plus aux exigences du tourisme et du départ en vacances de la SNCF et de tous ces problèmes, plutôt que d'un impératif pédagogique. Et nous pensons que ce ne sont que des mesures fragmentaires qui ne résoudront pas le problème des rythmes scolaires. Alors ça, c'était pour la grande pause estivale. Quid maintenant des vacances d'hiver? Exemple, en 1991, au sein du même gouvernement socialiste, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, Michel Rocard, Premier ministre, n'ont pas la même résistance face au lobby de l'or blanc. Les professionnels du tourisme ont aujourd'hui le sourire. Ils ont remporté la partie et gagné 2 semaines de congés d'hiver supplémentaires. Depuis l'annonce de la réforme Jospin l'an dernier, avec seulement 2 zones, la bataille était engagée sur le calendrier scolaire. Michel Rocard a tranché en faveur du tourisme. 3 zones donc pour les vacances d'hiver, pour avoir plus de touristes, plus longtemps sur les pistes. Là, de quoi achever les parents d'élèves. Je crois que c'est se fiche des intérêts des enfants au sens propre. Il a été poli. Il a été très poli, mais on sent qu'il serre les dents. Hein. Aujourd'hui encore, on a ces 3 zones, la zone A, B et C. Et avec ces zones, eh bien, impossible d'avoir un rythme régulier, comme le conseillaient les chronobiologistes, de 7 semaines de vacances, 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances. Ou alors, il faut étaler Noël. Non, mais parfois, on a calculé, hein, entre les vacances de printemps et d'été, parfois, les élèves enchaînent jusqu'à
et les enseignants jusqu'à 11 semaines de cours avec seulement 2 zones, donc une réduction de 2 zones. Il serait possible d'avoir un rythme beaucoup plus régulier, beaucoup plus allégé. En 2023 d'ailleurs, une commission avait mis en avant le bienfait de passer à 2 zones, mais encore une fois, certains professionnels du tourisme étaient vent debout et cette commission calendrier, personne n'en a entendu parler. Émilie Lefatan, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'entre 1964 et aujourd'hui, donc 2023 pour la dernière proposition, on a l'impression que rien n'a changé, qu'il y a un bras de fer entre le tourisme et l'éducation nationale, enfin les acteurs du tourisme et le ministère de l'éducation nationale, entre économie et bien-être de l'enfant, et que dans ce bras de fer, c'est souvent l'économie qui gagne au détriment de l'enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le regrettez? Oui, c'est regrettable parce que au final, c'est les élèves qui trinquent et qui subissent ça, les enseignants également. Tout le monde voit, constate que cette dernière période, par exemple, elle est très longue et que tout le monde aurait besoin de pouvoir, tant les adultes qui les encadrent que les élèves, auraient besoin de pouvoir profiter de cet étalement et d'avoir un rythme plus régulier et plus sain pour tout le monde. Mais justement, quand on parle là de la chronobiologie, des réformes, est-ce qu'au final, il faut quelque chose de très global avec un calendrier de vacances plus régulier qui permettrait peut-être aussi d'avoir des journées plus courtes? Est-ce que c'est ça qui manque, c'est qu'à chaque fois, on prend un tout petit point du problème? Oui, je pense que... Alors, du coup, la difficulté, c'est que j'imagine que ça va entraîner des changements tels que quand il y a des changements, ça va changer les habitudes, ça va changer les habitudes pour les enseignants, pour le tourisme, pour tout le monde. Et donc, l'idée, c'est peut-être de regarder les deux en même temps et de réussir à pouvoir équilibrer, d'avoir que des solutions avec les plus et les moins et de pouvoir peut-être s'autoriser aussi à tester et à revenir en arrière. Il y a aussi ce côté qui est un peu tout le temps, c'est presque définitif et il faut se battre ensuite pour défaire quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc il y a peut-être cette idée de s'autoriser à avoir cette souplesse et de se dire, voilà, les solutions A, les bienfaits pour les élèves en premier et de ne proposer que des solutions qui, a priori, sont bonnes pour eux et ensuite de voir comment ça peut être fait et d'avoir les deux aussi, en même temps, cette réflexion sur l'année, sur la répartition sur l'année et sur la journée. Pour revenir justement à cette industrie touristique, dans la Convention, donc, il y a le mot d'ordre, c'est d'être favorable à l'enfant, mais aussi facilitant pour les familles. Alors moi, j'avoue que quand j'ai lu ce terme, je me suis dit, difficile d'imaginer que l'industrie touristique n'a pas mis son grain de sel, encore une fois, justement, dans ses préconisations. Et qu'est-ce qu'on entend par facilitant, du coup, pour les familles? Pour partir en week-end. Parce que tout à l'heure, je réagissais au fait qu'on disait plus de temps pour les familles, je ne sais plus dans quelle archive, mais quand on voit le mercredi, même quand il n'y a pas école, finalement, les parents travaillent et en fait, les élèves sont quand même, pour beaucoup, dans du collectif et présents et réveillés tôt. Donc, il y a aussi d'aller creuser derrière qu'est-ce que ça implique et de remettre peut-être tout le monde. C'est pas que l'école, en fait, c'est la vie de l'élève. Et donc de remettre tout ça dans l'équation, c'est-à-dire qu'on réfléchit au rythme scolaire, mais en fait, il y a aussi le rythme périscolaire. Ça a un impact aussi sur les activités scolaires des élèves, ceux qui sont dans les propositions proposées par la mairie et ceux qui vont dans des propositions privées parce qu'ils le peuvent. Enfin, voilà, il y a tout un tas de... Mais est-ce que, comme le préconise Emmanuel Macron, vous pensez que les enseignants que vous continuez à côtoyer seraient prêts à réduire les vacances d'été pour avoir des semaines plus allégées? Est-ce que ça, c'est un prérequis sur lequel on pourrait revenir? En tout cas, dans les archives, si je peux me permettre, dans les années 80, ils sont vent debout contre cette proposition-là, parce que c'était déjà proposé à l'époque. Et puis parce que, en fait, c'est aussi avec quelle plus-value et quelle contrepartie et quel impact ça a. C'est-à-dire que, finalement, dans les conditions actuelles, c'est presque le seul truc un peu sympa qui reste dans des rythmes qui ne conviennent pas forcément. À un moment, il faudra faire des compromis. Voilà. À un moment, faut que tout le monde avance les uns vers les autres. C'est ça, mais du coup, c'est peut-être de réussir à voir quel impact, de quoi les enseignants ont besoin alors. Parce que sur les 2 mois d'été, il y a aussi beaucoup d'enseignants qui travaillent pour préparer leur rentrée malgré tout. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas conscience. Voilà, la récré va bientôt sonner. On va vous demander de choisir une archive et votre choix nous a bien fait sourire. On en reparle. Vous avez décidé de revoir une vieille archive, bien sûr, qui a fait un scandale à l'époque. Une autre affaire plus souriante, celle-là à Bernay. D'ordre de la direction, les élèves du collège ne doivent pas utiliser le stylo à billes, mais la plume classique qui dessine pleins et déliés. Je ne vois vraiment pas pourquoi on ne permet pas aux enfants d'utiliser un stylo à billes.
Le stylo à billes est un engin qui maintenant a fait ses preuves, on en trouve partout, tout le monde l'utilise. L'usage du stylo à billes n'étant interdit par aucun règlement, je suis fermement décidé à poursuivre cette affaire en vue d'obtenir la réintégration de mes enfants dans les classes dont on vient de les exclure. Horrible détail, la lettre de renvoi est écrite au stylo à billes. Voilà, le conflit stylo à billes, stylo plume. C'est vrai que l'écriture stylo billes est moins jolie que celle du stylo à plume. Mais pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce conflit d'un autre temps? Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tant le sujet du stylo à billes, mais plus le fait que 66 ans plus tard, ça paraisse complètement ubuesque comme débat. Et en même temps, je trouve que quand on regarde un peu, ça parle aussi du rapport à la modernité, au changement, de la difficulté aussi de se comprendre et de comprendre les choses. Et puis parfois le fait de ne pas remettre en question finalement des choses qui sont ancrées, des habitudes, alors que tout en étant dans l'incohérence de cette lettre de renvoi. Ça existe plus le stylo plume, enfin ça existe, mais pas à l'école. Aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. Heureusement, ce serait plutôt l'inverse. Merci en tout cas, Émilie Le Fatan, d'être passée sur le plateau d'Inattendu. Je rappelle le titre de votre livre et de votre podcast, Mes trucs de prof. Merci Géraldine, merci Ludivine, merci à vous qui nous regardez sur France Info et à très bientôt.